Dans les rues vibrantes du 11e arrondissement de Paris, où les klaxons des voitures se mêlent au rire des passants et aux effluves des boulangeries, une simple maladresse peut transformer une soirée ordinaire en un cauchemar. Amélie Dubois, une jeune chef cuisinière au bistrot La Petite Étoile, ne demandait qu'à rentrer chez elle après une journée harassante passée à préparer des plats réconfortants pour une clientèle fidèle. Mais un faux pas, un regard chargé de préjugés et un officier de police connu pour sa brutalité allaient te faire basculer sa vie dans une spirale d'injustice. Le soleil déclinait sur la capitale, peignant le ciel d'un mélange d'orange et de rose, tandis que les ombres s'allongeaient sur les pavés usés. Amélie, les bras chargés d'un sac de provisions, quelques carottes fraîches, un pain de campagne tout juste sorti du four, un pot de crème pour le dessert qu'elle imaginait déjà pour son jeune frère, dont elle s'occupait seule depuis le décès de leurs parents, traversait la rue en hâte, l'esprit ailleurs. Elle pensait aux devoirs qu'elle devait vérifier, à la lessive qui s'accumulait, à la fatigue qui pesait sur ses épaules après une journée à jongler entre les fourneaux et les exigences des clients. Dans sa précipitation, son pied buta contre un pavé mal aligné, et son sac heurta légèrement une voiture de police garée le long du trottoir. Le bruit, discret, presque imperceptible, résonna pourtant comme une alarme dans son esprit. Amélie s'arrêta net, le cœur battant, une boule d'angoisse se formant dans sa gorge. Elle baissa les yeux et aperçut une petite éraflure sur le pare-chocs arrière de la voiture. « Mon Dieu, non !» murmura-t-elle, rangée par une culpabilité instinctive, bien qu'elle sût que l'incident était involontaire, causé par l'irrégularité du trottoir. Sans perdre une seconde, elle s'approcha pour inspecter les dégâts, déterminée à assumer sa responsabilité. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, espérant qu'aucun passant ne la prendrait pour une vandale en fuite. Elle voulait simplement signaler l'incident et proposer de payer pour la réparation, comme toute personne honnête l'aurait fait. Mais à cet instant précis, la portière de la voiture s'ouvrit avec une violence qui la fit sursauter. Henri Leclerc, un officier de police au physique imposant, émergea de l'habitacle, son visage marqué par une autorité arrogante. Dans le quartier, son nom circulait dans les conversations à voix basse. On parlait de son tempérament explosif, de ses remarques discriminatoires, de son habitude d'intimider les habitants. Les commerçants du coin, les jeunes, les personnes âgées, tous évitaient de croiser son chemin, conscients que sa présence signifiait souvent des ennuis. Leclerc toisa Amélie, ses yeux plissés par un mélange de mépris et de colère. « Qu'est-ce que vous faites » aboya-t-il, sa voix si tranchante qu'elle la fit tressaillir. Amélie, bien que secouée, leva les mains en signe d'apaisement. « Je suis vraiment désolée, monsieur, répondit-elle, sa voix tremblante mais sincère. Je ne voulais pas toucher votre voiture. C'était un accident. Je peux payer pour les réparations si nécessaire. Elle tenta un sourire timide, espérant désamorcer la tension, mais Leclerc ne semblait pas disposé à écouter. Il croisa les bras, son regard balayant Amélie de haut en bas, comme si elle n'était qu'un problème à éliminer. Vous, les gens comme vous, toujours à causer des ennuis, marmonna-t-il, assez fort pour qu'elle l'entende clairement. Amélie se figea, son souffle coupé. Avait-elle bien entendu ? Les mots, lourds de préjugés, résonnèrent dans sa tête comme un coup de poignard. Elle sentit une vague de colère monter en elle, mais elle la réprima, consciente que réagir impulsivement ne ferait qu'aggraver les choses. Avant qu'elle puisse répondre, Leclerc haussa le ton, son visage rougissant. « Vous savez combien coûtent ces voitures ? Ou ça vous est égal, parce que vous pensez que quelqu'un d'autre va nettoyer vos bêtises. » L'agressivité dans sa voix était si disproportionnée qu'Amélie sentit son estomac se nouer. Elle n'avait rien fait de grave, une simple éraflure, un accident, et pourtant, cet homme la traitait comme une criminelle. Tentant de garder son calme, elle répondit doucement mais avec fermeté, « Monsieur, je me suis excusée. Il n'y a aucune raison d'être grossier. Je vais assumer les dégâts, je vous l'ai dit. » Ces mots, loin de l'apaiser, semblèrent attiser la fureur de Leclerc. Il s'approcha d'un pas, envahissant son espace personnel, son ombre massive la dominant. Amélie sentit son cœur s'accélérer, une peur sourde montant en elle. Autour d'eux, la rue, habituellement bruyante, semblait s'être figée.
Quelques passants s'arrêtèrent, intrigués par la scène. Julien, un adolescent de 17 ans qui rentrait du lycée, s'immobilisa à quelques mètres, son sac à dos glissant de son épaule. Intrigué, il sortit son téléphone et commença à filmer discrètement, son instinct lui soufflant que quelque chose de grave se déroulait. À quelques pas, Marie-Claire, une retraitée respectée du quartier, connue pour son franc-parler et son amour des potins locaux, observait depuis le pas de sa porte, les sourcils froncés, sa canne serrée dans sa main. Pierre, un chauffeur de taxi qui venait de déposer un client au coin de la rue, ralentit son pas, sentant l'atmosphère tendue. Une voix familière perça soudain le silence. « Amélie, tout va bien ?» Sophie, la meilleure amie d'Amélie, serveuse dans le même bistrot, passait par là par hasard. Voyant son amie en difficulté, elle s'approcha, son regard passant de Leclerc à Amélie avec inquiétude. « Restez en dehors de ça. » lança Leclerc, pointant un doigt menaçant vers Sophie. Celle-ci recula d'un pas, mais ses yeux restèrent rivés sur Amélie, prête à intervenir si nécessaire. La tension monta d'un cran, l'air semblant s'alourdir. Amélie, toujours au sol, tenta une dernière fois de calmer la situation. « Monsieur, je vous assure, je veux juste régler ça correctement, » dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Mais Leclerc, hors de lui, ne l'écoutait plus. Sans avertissement, il saisit son bras avec une force brutale, l'attirant vers lui. Le sac de provisions glissa des mains d'Amélie, et les légumes roulèrent sur le trottoir, une carotte s'échappa, un pot de crème se brisa, le pain de campagne s'écrasa sous le poids du chaos. « Lâchez-moi !» cria Amélie, la panique perçant dans sa voix alors qu'elle tentait de se dégager. Mais Leclerc, emporté par sa colère, la poussa violemment. Amélie trébucha et tomba lourdement sur le bitume, une douleur aiguë et irradiant dans ses coudes et ses genoux. La foule, désormais plus nombreuse, retint son souffle. Julien zooma avec son téléphone, capturant chaque détail, tandis que Sophie se précipita vers son amie, ignorant les menaces de Leclerc. « Amélie » cria-t-elle, s'agenouillant à ses côtés. Mais le pire était à venir. Dans un geste d'une violence inouïe, Leclerc leva le pied et donna un coup brutal dans les côtes d'Amélie. Elle hoqueta, le souffle coupé, une douleur fulgurante traversant son corps. Des larmes lui montèrent aux yeux, non pas seulement à cause de la douleur physique, mais de l'injustice crue de la situation. Elle, une femme honnête, une travailleuse acharnée qui ne demandait qu'à vivre en paix, était là, allongée sur le trottoir, humiliée par un homme censé protéger les citoyens. « Arrêtez ça !» hurla Sophie, se relevant d'un bond, les poings serrés. « Vous êtes complètement fou. » Pierre, le chauffeur de taxi, s'avança à son tour, sa voix grave résonnant dans la rue. « C'est une honte. Elle n'a rien fait. » Marie-Claire, brandissant sa canne comme une arme, s'approcha à petits pas déterminés. « J'ai tout vu, jeune homme, » lança-t-elle à Leclerc, son ton vibrant de colère. « Vous devriez avoir honte de porter cet uniforme. » La foule, maintenant composée d'une dizaine de personnes, des voisins sortis de leurs appartements, des passants arrêtés par la scène, commença à murmurer, certains criant leur indignation. Julien, toujours en train de filmer, passa en mode direct sur les réseaux sociaux, et en quelques secondes, des centaines de personnes regardaient la scène en temps réel. Les commentaires affluaient, « C'est scandaleux. Arrêtez ce policier. Elle ne méritait pas ça. » Leclerc, semblant enfin réaliser qu'il était observé, se redressa, un éclair de malaise traversant son visage. « Ça ne vous concerne pas. » aboya-t-il à la foule, tentant de reprendre le contrôle. « Retournez chez vous. » Mais ces mots sonnèrent creux, son autorité vacillante face à la colère collective. Soudain, un crissement de pneus déchira l'air. Un camion de livraison, conduit par un homme distrait par son GPS, percuta de plein fouet la voiture de police de Leclerc. Le fracas résonna comme un coup de tonnerre, le métal se tordant dans un vacarme assourdissant, le verre volant en éclats. La voiture, symbole de l'autorité de Leclerc, n'était plus qu'un amas de ferraille. Leclerc, pris au dépourvu, fit un bond sur le côté, évitant de justesse l'impact.
La foule resta bouche bée, un silence étrange s'installant pendant une fraction de seconde. Puis, quelqu'un, Pierre, peut-être, murmura, « C'est le karma ». Amélie, soutenue par Sophie, se releva péniblement, une main pressée contre ses côtes douloureuses. Elle croisa le regard de Leclerc, un mélange de douleur, de peur et de détermination dans les yeux. Elle ne dit rien, mais son silence parlait plus fort que n'importe quel cri. Julien, toujours en train de filmer, captura ce moment, le regard d'Amélie, la voiture détruite, la foule en colère. La vidéo, désormais diffusée en direct à des milliers de spectateurs, faisait trembler les réseaux sociaux. Les commentaires continuaient d'affluer, « Justice pour elle. Ce flic doit payer. » Marie-Claire s'approcha d'Amélie, posant une main douce sur son épaule. « Ça va, ma petite ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Amélie hocha la tête, incapable de parler, les larmes roulant sur ses joues. Sophie, à ses côtés, serrait sa main, tandis que Pierre ramassait les provisions éparpillées, comme pour rendre un peu de dignité à la scène. Leclerc, désormais seul face à la foule, semblait perdre de son assurance. Il attrapa sa radio, sa voix tremblante. « Ici l'unité 24, j'ai besoin de renforts à l'angle de la rue Oberkampf. Accident de véhicule et situation avec une civile. » Mais ces mots sonnaient creux, et il le savait. La foule ne bougeait pas, unie dans sa colère et sa solidarité. Amélie, toujours soutenue par Sophie, sentit un étrange mélange d'épuisement et de force. Elle n'avait pas voulu cela, ni la tension, ni la douleur, ni la confrontation. Mais en cet instant, entourée de ces inconnus devenus alliés, elle comprit que ce moment marquerait un tournant. La vidéo de Julien, désormais virale, portait sa voix bien au-delà de cette rue parisienne. Et quelque part, au fond d'elle, une lueur d'espoir s'alluma, peut-être, juste peut-être, la justice n'était pas un rêve inaccessible. La vidéo de Julien, tremblante mais d'une clarté implacable, avait enflammé les réseaux sociaux en quelques heures à peine. Les images crues de l'agression d'Amélie Dubois par l'officier Henri Leclerc se propageaient comme une traînée de poudre, traversant les écrans des Parisiens et au-delà, suscitant d'une vague d'indignation qui semblait ne jamais devoir s'éteindre. Dans son petit appartement du 11e arrondissement, Amélie, encore secouée par la douleur physique et l'humiliation, pansait ses blessures, un bandage autour de ses côtes et une tasse de tisane fumante entre les mains. Sophie, sa meilleure amie, était assise à ses côtés sur le canapé usé, son regard oscillant entre inquiétude et colère. « Tu n'as rien à te reprocher, Amélie, » murmura-t-elle, posant une main réconfortante sur son épaule. Mais Amélie, bien que reconnaissante, ne pouvait s'empêcher de revivre la scène, le regard méprisant de Leclerc, la violence de son coup, la sensation du bitume froid contre sa peau. Pourtant, au fond d'elle, une étincelle de détermination commençait à briller. Elle refusait de laisser cette injustice la réduire au silence. Soutenue par Sophie, par la vieille Marie-Claire, et par une communauté qui se mobilisait peu à peu, Amélie décida de transformer sa douleur en un cri pour la justice, un appel à un changement qui dépasserait les frontières de son quartier. Le lendemain matin, la Petite Étoile, le bistrot où Amélie et Sophie travaillaient, devint le cœur battant de cette révolte naissante. Sophie, avec son énergie débordante et son sens inné de l'organisation, avait convaincu le patron, M. Gérard, de prêter la salle pour une réunion communautaire. Les tables en bois patiné, habituellement occupées par des clients dégustant d'un coq au vin ou un café crème, furent repoussées pour faire place à une foule hétéroclite, des voisins au visage fatigué mais déterminés, des étudiants du quartier, des commerçants qui avaient fermé boutique plus tôt pour être présents. Marie-Claire, la doyenne respectée du quartier, se tenait au centre, sa canne tapant doucement le sol pour capter l'attention. « Ce qui est arrivé à Amélie n'est pas un incident isolé, » déclara-t-elle d'une voix claire, malgré son âge. « Cet officier, Henri Leclerc, terrorise notre quartier depuis trop longtemps. Combien de plaintes ont été ignorées? Combien de personnes ont été humiliées sans que personne ne lève le petit doigt? Il est temps de dire stop. » Ces mots, portés par une conviction forgée par des décennies d'observation des injustices, firent vibrer l'assemblée. Les murmures d'approbation se transformèrent en applaudissements, et Amélie, assise au fond, sentit une chaleur inattendue l'envahir. Elle n'était pas seule.
Parmi les visages dans la foule, il y avait Claire, une jeune journaliste du Parisien, dont les lunettes rondes et l'air curieux ne passaient pas inaperçus. Intriguée par la vidéo virale de Julien, qu'elle avait découverte en scrollant sur son téléphone au petit matin, Claire avait flairé une histoire d'importance. Elle n'était pas une de ces reporters aguerris qui couraient après les scoops sensationnels, elle croyait en des récits qui donnaient une voix aux oubliés. En fouillant dans les archives du journal et les dossiers publics, elle découvrit un historique troublant, des dizaines de plaintes contre Leclerc pour abus de pouvoir, brutalité, et remarques à caractère discriminatoire. La plupart avaient été classées sans suite, balayées sous le tapis par une bureaucratie complaisante. Déterminée à faire éclater la vérité, Claire s'était rendue à la Petite Étoile, son carnet à la main, espérant rencontrer Amélie. Lorsqu'elle l'aperçut, elle s'approcha avec prudence. « Madame Dubois, je m'appelle Claire, je suis journaliste. Votre histoire ? Elle mérite d'être entendue. Accepteriez-vous de me parler ? » Amélie, d'abord hésitante, croisa le regard de Sophie, qui hocha la tête en signe d'encouragement. « D'accord, répondit-elle doucement. Mais je ne veux pas que ce soit juste à propos de moi. Je veux que ça aide à changer les choses. Claire acquiesça, impressionnée par la force tranquille d'Amélie. Pendant ce temps, Julien, l'adolescent qui avait filmé l'incident, ne s'était pas arrêté à la diffusion initiale. Toujours muni de son téléphone, il continuait de partager des mises à jour en direct, capturant désormais les réactions de la foule et les débris de la voiture de police écrasée par le camion de livraison. La vidéo, qui comptait maintenant des milliers de vues, attirait des commentaires enflammés, « C'est une honte. Il faut enfermer ce flic. » Soutien à Amélie. Julien, habituellement discret, se sentait investi d'une mission. Il n'était qu'un lycéen, mais il comprenait le pouvoir des images dans un monde connecté. À ses côtés, Pierre, le chauffeur de taxi qui avait assisté à la scène, s'était joint à la réunion au bistrot. Il prit la parole, sa voix grave coupant à travers le brouhaha. « J'ai tout vu, dit-il, ses mains cailleuses serrant nerveusement le dossier d'une chaise. Cette femme, Amélie, elle s'est excusée, elle a proposé de payer pour les raflures. Et lui, Leclerc, il l'a attaqué sans raison. Ce n'était pas du maintien de l'ordre, c'était de la violence pure. » Ces mots, simples mais lourds, renforcèrent la détermination de la foule. Une femme dans l'assemblée, une boulangère du coin nommée Fatima, leva la main. « Mon fils a déjà eu des problèmes avec ce policier. Il l'a insulté, l'a menacé, juste parce qu'il traînait avec ses amis. On ne peut plus se taire. » Lorsque les renforts de police étaient arrivés sur les lieux de l'incident la veille, l'atmosphère était électrique. Le lieutenant Dubois, un officier au regard sérieux mais posé, avait pris la situation en main. Contrairement à Leclerc, il écoutait les témoignages avec attention, son carnet à la main. « Nous allons examiner la caméra embarquée de la voiture, » avait-il déclaré, jetant un regard sévère à Leclerc, qui transpirait visiblement, son assurance habituelle ébranlée. La caméra, récupérée dans les décombres de la voiture détruite, avait capturé chaque détail, l'excuse sincère d'Amélie, les remarques acerbes de Leclerc, sa violence gratuite. Lorsque les officiers sur place visionnèrent les images, un silence lourd s'installa. Leclerc tenta de se justifier, bredouillant que la civile l'avait provoqué, mais ces mots sonnaient au faux, et personne, ni les officiers, ni la foule, ni même lui-même, n'y croyait vraiment. Dubois, impassible, ordonna à Leclerc de rester à l'écart pendant qu'il recueillait les déclarations. « Vous, restez là. » dit-il sèchement, avant de s'approcher d'Amélie, toujours assise sur le trottoir, soutenue par Sophie et Marie-Claire. « Madame, pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé ?» demanda-t-il avec un respect et qui contrastait avec l'attitude de Leclerc. Amélie, malgré la douleur dans ses côtes, parla avec une clarté surprenante, décrivant l'accident, son offre de réparation, et l'agression qui avait suivi. Dubois hocha la tête, notant chaque mot. « Merci, » dit-il simplement. « Nous allons faire ce qu'il faut. » Le soir même, la réunion au bistrot n'était que le début. Une petite manifestation spontanée s'organisa devant le commissariat du 11e arrondissement, à quelques rues de là. Des pancartes peintes à la hâte portaient des messages simples mais puissants,
justice pour Amélie. Non à la brutalité policière. Égalité pour tous. Julien, toujours en direct sur les réseaux sociaux, filmait la foule, capturant l'énergie brute de ce moment. Claire, présente sur place, griffonnait frénétiquement dans son carnet, interviewant les participants pour saisir l'ampleur de l'indignation. Une adolescente, tenant une pancarte, lui confia « Amélie, c'est comme ma grande sœur. Si ça lui arrive, ça peut arriver à n'importe qui. » Un homme d'âge mûr, propriétaire d'une librairie voisine, ajouta « Leclerc n'a jamais respecté notre quartier. Il nous traite comme des ennemis, pas comme des citoyens. » Les réseaux sociaux, eux, s'enflammaient. Des hashtags comme Tab Justice pour Amélie et Calstop Brutalité policière grimpaient dans les tendances, relayés par des Parisiens, des militants, et même des personnalités publiques. Une actrice connue partagea la vidéo, ajoutant un commentaire. « C'est inacceptable. Soutien à Amélie Dubois. » Un musicien de rue, habitué des quais de Seine, composa une chanson improvisée qu'il joua lors de la manifestation, ses paroles simples, « Pour Amélie, pour la justice, nous marchons », résonnant dans la foule. Amélie, bien que réticente à devenir le centre de l'attention, accepta de parler à Claire après la réunion. Assise à une table du bistrot, entourée de Sophie, qui lui serrait la main, et de Marie-Claire, qui veillait sur elle comme une grand-mère protectrice, elle raconta son histoire avec une voix ferme, malgré les tremblements qu'elle ressentait encore. « Je ne voulais pas qu'on me voie comme une victime, expliqua-t-elle. Mais je ne veux pas non plus que ce genre de choses arrive à quelqu'un d'autre. Si je me tais, si nous nous taisons tous, rien ne changera. » Ces mots, empreints d'une dignité calme, touchèrent Claire au cœur. Elle promit de publier un article qui non seulement raconterait l'histoire d'Amélie, mais mettrait aussi en lumière le passé trouble de Leclerc. « Vous êtes courageuse, dit Claire en refermant son carnet, votre voix va compter. » Alors que la pression publique montait, les autorités n'eurent d'autre choix que de réagir. Leclerc fut suspendu en attendant une enquête interne, une décision annoncée dans un communiqué laconique qui ne calma pas la colère du public. Mais la vidéo de la caméra embarquée, désormais entre les mains des officiers, scella son destin. Les images, brutales et incontestables, circulaient en ligne, partagées par des milliers d'internautes. Chaque visionnage renforçait l'indignation collective. Amélie, toujours dans son petit appartement, reçut d'un appel inattendu. Une organisation de défense des droits humains, basée à Paris, l'invita à prendre la parole lors d'un événement à la mairie du 11e arrondissement. « Votre histoire peut inspirer », lui dit une voix chaleureuse au téléphone. Amélie, surprise, hésita. Elle n'avait jamais aimé être sous les projecteurs, préférant la quiétude de ses cuisines à l'agitation des foules. Mais en repensant à la douleur dans ses côtes, à l'humiliation de ce soir-là, et à la solidarité de ceux qui l'avaient soutenue, Sophie, Marie-Claire, Julien, Pierre, et même des inconnus dans la foule, elle sut qu'elle ne pouvait pas refuser. « D'accord. » pondit-elle. « Je viendrai. » Dans le quartier, l'ambiance avait changé. Les habitants, habituellement absorbés par leurs routines, les courses, les trajets en métro, les discussions au café, semblaient plus attentifs, plus unis. Les conversations dans les boulangeries et les marchés tournaient autour d'Amélie, de Leclerc, de la justice. Une vieille dame, cliente régulière de la Petite Étoile, apporta un bouquet de fleurs au bistrot pour Amélie, accompagnée d'une carte où elle avait écrit « Merci de nous avoir montré qu'on peut se battre ». Un groupe d'étudiants placarda des affiches dans le quartier, invitant à une nouvelle manifestation le week-end suivant. Même M. Gérard, le patron du bistrot, d'habitude bourru, offrit un café gratuit à tous ceux qui venaient discuter de l'affaire, un geste rare qui fit sourire Sophie. Amélie, en regardant par la fenêtre de son appartement, voyait les lumières de Paris scintiller dans la nuit. Elle ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois depuis l'incident, elle sentit un espoir fragile naître. La vidéo de Julien avait porté sa voix au-delà des rues du 11e arrondissement, et avec cet élan, peut-être, juste peut-être, la justice n'était pas un rêve hors de portée. Le palais de justice de Paris, avec ses colonnes imposantes et ses couloirs chargés d'histoire, semblait vibrer d'une tension palpable le jour du procès d'Henri Leclerc.
La salle d'audience était comble, un mélange de journalistes, de voisins du 11e arrondissement, et de curieux attirés par l'ampleur qu'avait prise l'affaire. Dehors, une foule brandissait des pancartes au message clair. Justice pour Amélie. Non à la brutalité. Amélie Dubois, vêtue d'une robe bleu marine simple mais élégante, franchit les portes du tribunal, accompagnée de Sophie, sa fidèle amie, et de Isabelle Moreau, une avocate connue pour sa ténacité dans les affaires de droits humains. Amélie sentait son cœur battre à tout rompre, ses mains tremblaient légèrement, mais une détermination farouche brillait dans ses yeux. Elle n'était plus seulement la chef cuisinière du bistrot La Petite Étoile, ni la sœur aînée qui élevait son jeune frère, elle était devenue, malgré elle, le symbole d'une lutte contre l'injustice. Ce jour-là, elle était prête à affronter l'homme qui avait tenté de l'humilier, Henri Leclerc, et à réclamer non pas une vengeance, mais une justice qui parlerait pour tous ceux qui avaient été réduits au silence. La salle, éclairée par la lumière froide des néons, semblait retenir son souffle alors que le procès débutait. Les caméras de télévision, alignées au fond, captaient à chaque instant, et les réseaux sociaux, toujours en effervescence, relayaient les premières images d'en direct. Amélie, assise à côté de son avocate, observait Leclerc de l'autre côté de la salle. L'homme, autrefois si arrogant, semblait diminuer, ses épaules voûtées, son regard fuyant. Son avocat, un homme au costume impeccablement taillé, affichait une assurance de façade, mais même lui semblait nerveux face à l'ampleur des preuves accumulées. Le procès s'ouvrit par la projection de la vidéo de la caméra embarquée, récupérée dans les décombres de la voiture de police accidentée. Les images, d'une clarté brutale, montraient tout, l'excuse sincère d'Amélie après avoir heurté la voiture, les remarques cinglantes et les discriminatoires de Leclerc, sa violence gratuite lorsqu'il la poussa au sol, et enfin, le coup de pied dans ses côtes. Un silence lourd s'abattit sur la salle. Une jurée, une femme d'âge mûr portant un foulard coloré, essuya une larme discrète. Un homme plus âgé, au visage marqué par les années, serra les poings, visiblement indigné. Amélie, en regardant l'écran, revécut chaque seconde de cette soirée, la douleur physique se mêlant à l'humiliation. Mais elle refusa de baisser les yeux. Quand vint son tour de témoigner, elle se leva, les mains tremblantes mais la voix claire. Ce soir-là, je ne voulais qu'une chose, rentrer chez moi pour préparer le dîner pour mon frère. Commença-t-elle, son ton empreint d'une dignité calme. J'ai heurté la voiture par accident, et j'ai proposé de payer pour les dégâts. Mais cet officier. Il ne m'a pas écouté. Il m'a insulté, il m'a poussé, et il m'a frappé. Je ne voulais pas de vengeance, mais je veux que personne d'autre n'ait à vivre ça. Ces mots, simples mais puissants, résonnèrent dans la salle, touchant les cœurs des jurés et des spectateurs. Sophie, assise dans les gradins, hocha la tête, les yeux brillants de fierté. Marie-Claire, la vieille dame du quartier, était là elle aussi, sa canne posée contre son siège, son regard perçant fixé sur Leclerc. Julien, l'adolescent qui avait filmé l'incident, fut appelé à la barre. À 17 ans, il semblait intimidé par l'ambiance solennelle du tribunal, mais il parla avec une clarté surprenante. « J'ai vu ce qui s'est passé, dit-il, sa voix légèrement tremblante au début. Amélie n'a rien fait de mal. Elle s'excusait, elle était respectueuse. Et lui? Il l'a attaquée sans raison. J'ai filmé parce que je savais que sinon, personne ne la croirait. » Sa vidéo, devenue virale, avait été le catalyseur de cette affaire, et son témoignage renforça l'accusation. Marie-Claire suivit, son ton ferme malgré son âge. « J'ai vécu dans ce quartier toute ma vie, déclara-t-elle, pointant sa canne en direction de Leclerc. J'ai vu des officiers faire leur travail avec respect, mais cet homme. Il n'a rien d'un policier. Il a abusé de son pouvoir, et il doit répondre de ses actes. » La foule dans la salle murmura son approbation, et même le juge, un homme à l'air austère, sembla impressionné par la conviction de la vieille dame. Claire, la journaliste du Parisien, avait également été appelée comme témoin. Son enquête, publiée quelques jours plus tôt, avait révélé un historique accablant, des dizaines de plaintes contre Leclerc pour brutalité, abus de pouvoir, et remarques discriminatoires, toutes ignorées ou minimisées par ses supérieurs. Elle présenta ses findings avec une précision méthodique, citant des dates, des noms,
et des incidences spécifiques. Ces plaintes montrent un schéma, expliqua-t-elle, son carnet à la main. Henri Leclerc n'a pas agi sur un coup de tête. Il a un passé de comportements violents et discriminatoires, et le système l'a protégé trop longtemps. L'avocat de Leclerc tenta de discréditer son témoignage, arguant qu'elle était une journaliste en quête de sensationnalisme, mais Claire resta imperturbable, ses preuves trop solides pour être ignorées. L'accusation, portée par Memoro, était implacable. Elle présenta non seulement la vidéo de la caméra embarquée et celle de Julien, mais aussi les témoignages de Pierre, le chauffeur de taxi, et de Fatima, la boulangère, qui confirmèrent avoir vu Leclerc intimider d'autres habitants du quartier par le passé. L'avocat de Leclerc, à court d'arguments, tenta de plaider le stress professionnel, affirmant que son client avait agi sous pression. Mais face aux images brutales et aux témoignages accablants, sa défense s'effondrait comme un château de cartes. Pendant ce temps, l'histoire d'Amélie avait dépassé les murs du tribunal. Dans le 11e arrondissement, un groupe d'élèves du lycée Voltaire, touchés par son courage, avait lancé une campagne intitulée « Égalité pour tous ». Menée par une adolescente nommée Léa, ils organisaient des ateliers dans leur école pour sensibiliser leurs camarades à la discrimination et à la justice sociale. Léa, une fille énergique avec des tresses colorées, avait vu la vidéo de Julien sur les réseaux sociaux et avait été bouleversée. Amélie, c'est quelqu'un comme nous, expliqua-t-elle lors d'une réunion scolaire. Elle travaille dur, elle s'occupe de son frère, et pourtant, on l'a traitée comme si elle ne valait rien. On ne veut plus de ça. Les élèves, soutenus par un professeur de philosophie, Monsieur Lambert, créèrent des affiches et des vidéos pour promouvoir l'égalité, invitant Amélie à venir parler dans leur lycée. Amélie, d'abord intimidée par l'idée de s'adresser à un public, accepta après une longue discussion avec Sophie. « Tu peux inspirer ces jeunes, » lui dit son ami. « Ils te regardent comme un modèle. » Lorsqu'Amélie se rendit au lycée, elle fut accueillie par une salle pleine d'élèves, leurs yeux brillants d'admiration. Elle parla simplement, racontant son histoire et insistant sur l'importance de se lever contre l'injustice. « Vous êtes l'avenir, » leur dit-elle. « Si vous parlez, si vous agissez, vous pouvez changer les choses. » Les applaudissements qui suivirent la firent rougir, mais ils renforcèrent aussi sa conviction qu'elle avait fait le bon choix en s'exprimant. Le verdict tomba après plusieurs jours de délibération. Le juge, d'une voix solennelle, déclara Henri Leclerc coupable d'agression et d'abus de pouvoir. Il fut condamné à une peine de prison de 3 ans, déchu de son badge de policier, et ordonné à suivre un programme de réhabilitation. La foule à l'extérieur du tribunal éclata en cris de joie, bien que certains, comme Pierre, estimèrent que la peine était trop légère. Il méritait plus, murmura-t-il à Sophie, qui hocha la tête mais ajouta, c'est un début. Amélie, en quittant la salle, fut entourée par ses soutiens, Sophie, Marie-Claire, Julien, Claire, et même des inconnus qui l'avaient suivie dans les médias. Devant les caméras, elle prit la parole, sa voix ferme malgré l'émotion. Ce n'est pas seulement mon combat, dit-elle, son regard droit. C'est celui de tous ceux qui ont été humiliés, ignorés, ou maltraités. Ensemble, nous pouvons construire un monde où personne ne se sentira petit. Ces mots, diffusés en direct à la télévision, résonnèrent dans les foyers parisiens, et les réseaux sociaux s'enflammèrent de nouveau, avec des messages de soutien venant du monde entier. Dans les semaines qui suivirent, Amélie retrouva peu à peu sa vie. Elle retourna à la Petite Étoile, où ses collègues l'accueillirent avec des embrassades chaleureuses et des regards pleins de respect. Les clients, dont certains avaient suivi son histoire dans les journaux, lui serraient la main ou lui offraient un sourire complice. Monsieur Gérard, le patron du bistrot, accrocha une photo d'Amélie derrière le comptoir, avec une petite plaque, « Pour notre héroïne ». Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, Amélie reçut un message de Julien. La mairie du 11e arrondissement venait d'annoncer la création d'un centre communautaire pour les victimes d'injustice, baptisé Centre Amélie Dubois. Des larmes coulèrent sur ses joues, non pas de tristesse, mais d'une fierté douce amère. Elle n'avait jamais cherché à devenir une héroïne, ni à changer le monde. Elle voulait juste vivre en paix, cuisiner, s'occuper de son frère.
Mais en tenant tête à Leclerc, en refusant de se taire, elle avait allumé une étincelle. Le quartier s'était uni, des réformes policières furent annoncées, formations obligatoires sur les préjugés, contrôle renforcé des officiers, dialogues réguliers avec les habitants. Les progrès étaient lents, mais l'espoir grandissait. Un soir, Amélie se tenait sur son balcon, surplombant les toits de Paris. Les lumières de la ville scintillèrent, et le bruit des klaxons montait doucement depuis la rue. Son frère jouait dans la cour en bas, riant avec des amis. Sophie, venue lui rendre visite, lui tendit une tasse de thé. « Tu sais, Amélie, dit-elle, un sourire dans la voix, tu as fait quelque chose d'incroyable. » Amélie sourit, un peu gênée. « Je n'ai fait que dire la vérité, » répondit-elle. Mais en regardant la ville, elle sentit, pour la première fois depuis longtemps, que le monde pouvait changer. Pas d'un coup, pas facilement, mais une voix à la fois, une action à la fois. Le centre communautaire, les ateliers des lycéens, les discussions dans les cafés, tout cela était la preuve que son combat avait planté une graine. Et cette graine, elle le savait, continuerait de grandir. L'histoire d'Amélie Dubois, une jeune chef cuisinière confrontée à l'injustice brutale d'un officier de police dans les rues animées de Paris, résonne profondément avec les valeurs chères à la culture française, la liberté, l'égalité et la fraternité. En tant que spectateurs de cette histoire, nous sommes invités à plonger dans une réflexion sur la résilience, la solidarité communautaire et le pouvoir de la vérité face à l'abus de pouvoir. Ce récit, ancré dans le contexte vibrant du 11e arrondissement, ne se contente pas de dénoncer une injustice, il nous pousse à examiner nos propres actions et responsabilités dans la société. À travers les épreuves d'Amélie, nous découvrons des leçons universelles qui peuvent être appliquées dans nos vies quotidiennes, que ce soit dans nos interactions personnelles, notre engagement civique ou notre quête de justice. D'abord, l'histoire d'Amélie nous enseigne le courage de tenir tête à l'injustice, même lorsque cela semble intimidant. Amélie, une femme ordinaire, n'avait aucun désir de devenir un symbole. Pourtant, face à la violence et à l'humiliation infligée par Henri Leclerc, elle a choisi de ne pas se taire. Ce choix, bien que difficile, reflète une valeur profondément ancrée dans la culture française, le refus de plier face à l'arbitraire. Dans nos vies, nous pouvons être confrontés à des situations où il est plus facile de détourner le regard, un collègue victime d'injustice, une remarque discriminatoire ignorée, ou une autorité qui outrepasse ses droits. L'exemple d'Amélie nous rappelle que le courage ne nécessite pas d'être un héros, il s'agit parfois simplement de dire « non » ou de raconter la vérité, même si la voix tremble. Appliquer cette leçon dans nos vies signifie oser parler, même dans les moments où le silence semble plus sûr, car c'est souvent dans ces petits actes de bravoure que le changement commence. Ensuite, cette histoire met en lumière la puissance de la solidarité communautaire. Sans l'intervention de Sophie, l'indignation de Marie-Claire, le réflexe de Julien de filmer, ou le soutien de Pierre et des voisins, l'histoire d'Amélie aurait pu rester une anecdote ignorée. En France, où la communauté et les liens sociaux jouent un rôle central, des discussions animées dans les cafés aux manifestations dans les rues, cette solidarité est une force vitale. Les Parisiens du 11e arrondissement se sont unis, non pas par intérêt personnel, mais par un sentiment partagé de justice. Cette leçon nous invite à réfléchir à notre propre rôle dans nos communautés. Sommes-nous prêts à tendre la main à un voisin en détresse? À soutenir un collègue face à une injustice? À utiliser nos outils, qu'il s'agisse d'un téléphone pour documenter, d'une voix pour protester, ou d'un simple geste de réconfort, pour amplifier les voix des opprimés. La fraternité, inscrite dans la devise républicaine française, prend tout son sens lorsque nous agissons ensemble pour défendre ce qui est juste. Un autre enseignement majeur est l'importance de la vérité dans un monde où elle peut être étouffée. La vidéo de Julien, relayée par des milliers de personnes, et l'enquête de Claire ont transformé un incident local en un mouvement d'ampleur. En France, où la liberté de la presse et l'accès à l'information sont des piliers démocratiques, ce récit souligne le rôle crucial des médias et des citoyens dans la révélation des abus. Appliquer cette leçon dans nos vies signifie être attentifs aux histoires qui nous entourent, vérifier les faits, et partager la vérité lorsqu'elle est menacée d'être occultée. Cela peut être aussi simple que de relayer une information vérifiée sur les réseaux sociaux, d'écrire à un élu local pour signaler une injustice, ou de soutenir les journalistes qui creusent pour faire éclater la vérité. Comme l'a montré Claire, une seule voix,
lorsqu'elle est bien documentée, peut renverser des années de silence. Enfin, l'histoire d'Amélie nous enseigne la résilience face à l'adversité. Après avoir été physiquement et émotionnellement blessée, Amélie a choisi de transformer sa douleur en un catalyseur de changement. Elle est revenue à son travail, a parlé aux lycéens, et a inspiré la création d'un centre communautaire. Cette capacité à se relever, à trouver du sens dans la souffrance, est une qualité admirée dans la culture française, où des figures comme Simone Veil ou des mouvements comme ceux des Gilets jaunes ont montré que l'adversité peut forger des combats plus grands. Pour nous, cela signifie apprendre à tirer des leçons de nos propres épreuves, qu'il s'agisse de défis personnels ou professionnels, et à les utiliser pour grandir et inspirer les autres. Cela peut être aussi simple que de partager une expérience difficile avec un ami pour l'encourager, ou de s'engager dans une cause qui nous tient à cœur, comme Amélie l'a fait en devenant une voix pour la justice. En conclusion, l'histoire d'Amélie Dubois n'est pas seulement un récit d'injustice, c'est un appel à l'action. Elle nous rappelle que chacun de nous, à son échelle, peut faire une différence. Que vous soyez dans un café parisien, sur un marché provençal, ou dans une petite ville de campagne, vous avez le pouvoir de parler, de soutenir, et de changer les choses. Alors, si cette histoire vous a touché, agissez. Likez cette vidéo pour montrer votre soutien, partagez-la pour amplifier la voix d'Amélie, abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres récits inspirants, et laissez un commentaire pour partager vos propres réflexions ou expériences. Ensemble, faisons entendre la vérité et construisons un monde plus juste, une voix à la fois.